Bonjour à tous et à toutes les footeux et bienvenue sur le terrain des légendes. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment le football s'est popularisé dans une ancienne colonie française, l'Algérie. Nous verrons ensemble comment ce sport, reflet de la société, s'est progressivement politisé, comment des clubs de football algériens ont pris position lors de la guerre, comment les tribunes ainsi que les joueurs ont joué un rôle dans la quête vers l'indépendance. Prenons donc notre machine à remonter le temps afin de nous rendre à une époque où espionnage, politique et violence armée vont entrer dans les vestiaires. Je vous laisse donc avec Théo qui va vous narrer cette histoire de légende. 6 octobre 2001, Stade de France, Paris. France-Algérie, 4-1. L'avant-match est tendu. Dans la foule se mêlent les maillots verts et blancs des Fennecs et les maillots bleus floqués Zidane. Au sein même des familles de binationaux, les passions se déchaînent entre anciennes générations soutenant l'équipe maghrébine et nouvelles générations affiliées à l'équipe française. Pour la première fois, l'équipe de l'ancienne colonie affronte l'ancienne métropole dans un stade bondé. Les chants des supporters se mélangent, mais c'est bien le 1-2-3 Viva Algérie qui domine le brouhaha. La communauté algérienne a répondu présente en masse. Le match qui se déroule à Saint-Denis devant 80 000 personnes va avoir lieu à l'extérieur pour les Bleus. Dès l'échauffement, l'atmosphère se tend. Les joueurs français sont conspués par le public algérien. Zidane, symbole de l'unité entre les deux pays, est pris en grippe par une partie du public. Les noms d'oiseaux fusent, le traître Zinedine est comparé au harki félon. Quand vient l'heure des hymnes, c'est le choc. La Marseillaise est copieusement sifflée, quand l'hymne algérien, le Kassaman en arabe, est repris tant bien que mal par le public. La France Black Blamber vole en éclats, le pays colonisateur est subitement mis face à ses fractures. L'élan naïf qui avait suivi la victoire en 1998, le portrait de Zidane projeté sur l'Arc de Triomphe, Zinedine président, tout cela s'effondre brutalement. Depuis 1830 et la colonisation, la France est présente en Algérie. Elle importe à partir des années 20 le football dans cette région du monde. Les poilus indigènes envoyés au front ramènent dans leurs valises ballons et amour pour le beautiful game. Celui-ci s'impose progressivement comme le sport le plus populaire en Algérie, non seulement chez les immigrants européens, mais aussi parmi la population locale. Depuis 1848, le pays est divisé en 3 départements structurés autour de 3 villes, Oran, Alger et Constantine. Ce sont ces 3 mêmes villes qui vont être le foyer de développement des clubs algériens. C'est autour d'Oran, pionnière dans le domaine, que les premiers clubs professionnels vont se développer sous l'impulsion des Européens. Ainsi, par exemple, le club des Joyeusetés d'Oran dans le quartier d'Elderd en 1897. Les premiers clubs musulmans, un temps interdits, sont autorisés à partir de 1913 avec la création de l'Étoile Club musulman de Mascara et du Mouloudia d'Oran. Malgré tout, le mot musulman est formellement illicite quant à son utilisation dans la titulature du club. Le football est vu d'un œil conciliant par les autorités françaises car il permet une unité, du moins de façade, entre les peuples. Pour moi, je n'ai connu que dans le sport d'équipe, au temps de ma jeunesse, cette sensation puissante d'espoir et de solidarité qui accompagne les longues journées d'entraînement jusqu'au match victorieux ou perdu. Vraiment, le peu de morale que je sais, je l'ai appris sur les terrains de football et les scènes de théâtre qui resteront mes vraies universités. Pour Camus, le football n'a pas de frontières et ne fait pas de distinction, du moins en théorie, entre arabes et pieds noirs. En 1911, le championnat d'Afrique du Nord est créé et dès 1912, les équipes musulmanes peuvent elles aussi y participer. En 1921, à l'initiative de jeunes de la Casbah, est créé le célèbre Mouloudia Club d'Alger. La formation a d'autres ambitions que les précédents clubs. Il revendique clairement son patriotisme. Le club est un bouillon intellectuel alliant football, théâtre, musique, activités culturelles en tout genre, rencontres de quartier et éducation politique. Les clubs musulmans, initialement, sont donc naturellement contrôlés par les autorités coloniales. Ainsi, la circulaire du 20 janvier 1928 stipule que les rencontres entre clubs colons et musulmans sont interdites afin de prévenir tout débordement et toute défaite fâcheuse des Européens. Cependant, à partir de 1930, cette circulaire est abandonnée. Les clubs doivent maintenant fusionner afin de collaborer à la fragile entente. Des quotas sont fixés, les clubs musulmans doivent avoir au moins 3 puis 5 joueurs colons au sein de leur contingent. C'est à cette période que le club familial accède à l'élite en 1936 et participe à la Coupe d'Afrique du Nord. Le 30 mars 1936, le général Henri Giraud, à la tête de la division militaire d'Oran, déclarait la chose suivante à l'Écho d'Oran.
Le sport doit être le lien qui permet d'unir Français et musulmans dans le même désir de performance et de nobles aspirations, en éliminant toute rivalité de religion et de race. La Seconde Guerre mondiale est un tournant pour le football algérien. Avec la guerre, les autorités coloniales sont forcées de suspendre les circulaires et de lâcher du lest afin de contenir la population et d'apaiser le climat tendu. Cette fin des quotas permet l'explosion de clubs et d'associations sportives musulmans. Le Mouloudia réussit l'exploit de gagner par 2 fois le championnat. Il est le premier club musulman à atteindre cet objectif dans un championnat archi-dominé par ses concurrents européens, comme l'AS Saint-Eugène, avec qui il partage son stade. Image de la société, le football se révèle aussi dans ses travers. Véritable miroir déformant, la tribune est un moyen d'expression incroyable. Protégée par l'anonymat, la foule peut exprimer au mieux ses passions. Quand la société vacille, la violence dans les stades augmente. C'est donc logiquement qu'à partir des années 1950, des incidents vont émailler les rencontres. Les événements de la Toussaint Rouge du 1er novembre 1954 précipitent le territoire dans un climat de guerre civile. Les attentats et les arrestations entraînent une fracture définitive entre les clubs européens et musulmans. L'heure est aux revendications, à la violence et au champ politique. Le choix du club n'est plus sportif, mais politique. Les joueurs musulmans jouant dans les clubs européens sont invectivés, les chants anti-colons résonnent dans les stades et des rixes violentes éclatent entre supporters adverses. Les rencontres Mouloudia-Saint-Eugène illustrent cette rivalité. Les 2 clubs que tout oppose partagent désormais le même stade. La notoriété du Mouloudia grandissant, les infrastructures vétustes du stade Belfort en sont indignes et Saint-Eugène partage donc en colocation son stade à partir de 1926. Les matchs entre Roumis de Saint-Eugène et les autochtones du Mouloudia deviennent irrespirables. Les clubs musulmans, noyautés par le FLN, deviennent fer de lance du mouvement. Le 11 novembre 1956, le match entre la SSE et le MCA débute dans une tension insoutenable. Le contexte du match est asphyxiant depuis peu, le Maroc a obtenu son indépendance, la situation en Algérie est sanglante, la propagande française verrouille l'information et redoute que le match puisse déchirer cette chape de plomb intellectuelle. Pour le FLN, le match revêt un enjeu majeur. Il compte en effet utiliser l'espace incontrôlable des gradins pour passer ses messages politiques. Les tribunes sont remplies de supporters rouges et verts, les CRS doivent libérer un espace pour les fans européens. Le club des colons qui domine le championnat ouvre logiquement le score jusqu'à l'égalisation à la 80e minute. L'explosion de joie des tribunes s'accompagne immédiatement de cris de violence. Une bagarre éclate, bientôt une émeute, une banderole aux couleurs interdites du drapeau algérien est brandie. La répression est sauvage. Les émeutes durent toute la nuit, des scènes de violence atroces éclatent aux abords du stade, des voitures sont incendiées et les corps inertes des supporters passés par la case commissariat sont jetés directement à la mer. Face à l'ampleur du bilan macabre, 30 à 100 morts le 13 mars 1956, le Mouloudia ainsi que 18 autres clubs musulmans prennent la décision de boycotter la Ligue et de ne rejouer qu'après l'indépendance du pays. Durant l'année 1956, mais surtout en 1957, les violences s'accentuent. Le 8 janvier 1957, Jacques Massu et ses 8000 paras venus d'Indochine entrent dans la ville d'Alger pour rétablir le calme. La mission de pacification vire à une répression sanglante. La ville est à feu et à sang, la bataille d'Alger et son lot d'exactions abjectes entraînent une véritable crise morale chez les élites intellectuelles françaises comme algériennes. Cette bataille provoque une solidarisation irréversible d'une grande partie de la population autochtone autour du FLN. À l'automne 1957, une idée géniale va émerger de Mohamed Moumezrag, ancien footballeur et entraîneur algérien. Celui-ci propose au cadre du Parti révolutionnaire de constituer une équipe nationale algérienne de football afin de promouvoir la cause de l'indépendance. Avril 1957, Bar du Carillon, centre-ville de Nice. Dans la cave d'un modeste troquet tenu par un joueur de l'AS Monaco, un certain Abdelaziz Bentifour, se tiennent depuis quelques mois déjà de singulières réunions secrètes. Malgré les descentes des RG et la surveillance accrue du renseignement, impossible de connaître les ambitions des ressortissants algériens qui se donnent régulièrement rendez-vous dans ce lieu mystérieux. Rien ne permet de mettre fin à ces agissements. Ce ne sont ni des bandits, ni des terroristes, mais bien des joueurs de football qui disputent le championnat de France, qui défilent dans la plus grande discrétion, chaque jour dans le bistrot. Quelque chose de suspect se trame. En réalité, depuis 8 mois déjà, Bentifour est en contact avec différents membres du FLN. C'est sur lui que compte l'organisation pour convaincre et élaborer une des opérations les plus extraordinaires de cette guerre qui ne dit pas le nom, la fuite des joueurs algériens hors de la métropole.
Depuis son bar, devenu véritable QG de l'organisation, Ben Tifour, entre deux perquisitions, rencontre des joueurs pour récolter les taxes que ceux-ci doivent donner au mouvement comme cotisation. Lors de ces rencontres, il discute, convainc et recrute un à un des joueurs afin de les faire adhérer au projet fou. Ils devront quitter la France, la vie facile, l'argent, le succès pour la cause. Il est décidé que l'équipe va s'enfuir pour l'Algérie entre les 13 et 14 avril 1958. Cet exil a deux objectifs. Déstabiliser la fin du championnat français et la grande équipe de France qui doit affronter la Suisse en préparation du mondial. Ainsi, 10 joueurs sont ciblés par les agents du FLN, avec comme priorité deux symboles, Zitouni et Merkloufi. Si les deux stars tricolores participent à l'exode, le choc espéré aura lieu. Mustapha Zitouni est un joueur essentiel de l'équipe de France. Il est un titulaire inamovible comme stopper dans son club de l'AS Monaco et chez les Bleus. C'est un véritable rock. Contacté depuis peu par le Real Madrid de Di Stefano, le rugueux défenseur est promis à une grande carrière. Rachid Merkloufi évolue lui dans le Grand Saint-Étienne. Étoile montante de 22 ans, l'attaquant virevoltant et pétri de talent est le garant du futur de l'équipe de France. Les journalistes de l'époque ne s'y trompent pas, cette équipe de France, structurée autour de Just Fontaine, est une des formations favorites pour le Mondial 1958. Pour Zitouni, c'est un crève-cœur de renoncer à sa carrière. Celui-ci déclara par la suite « J'ai beaucoup d'amis en France, mais le problème est plus grand que nous. Que faites-vous si votre pays est en guerre et que vous êtes appelé ?» La fuite des joueurs tient plus du film d'espionnage que du football. Le projet semble simple en apparence, fuir la France pour l'Italie ou la Suisse, ensuite direction l'Algérie via la Tunisie. En pratique, il faudra faire vite avant que les autorités françaises ne réagissent. La discrétion demandée est loin d'être superflue. Certains joueurs ne pourront prendre d'affaires. Une fois déclenchée, l'opération devra se faire promptement. L'exfiltration de Merkloufi est incroyable. Celui-ci est contacté le 12 avril, après un match contre Béziers. Le FLN est méfiant car le père du joueur est policier. Merkloufi ne sera mis au courant de l'opération que la veille du départ. Malheureusement, durant le match, le brillant attaquant est blessé à la tête. C'est donc en se déguisant en infirmier que les agents du FLN pénètrent dans l'hôpital afin de l'exfiltrer pour l'Italie. La date du 13 avril n'est pas due au hasard. Le match opposant Monaco à Angers, disputé à Nice, regroupe 5 joueurs algériens. Zitouni et Rouaille sont titulaires et donnent le change durant la partie. À la suite du match, Amar Rouaille, joueur du SCO, quitte le pays en sortant des vestiaires avec seulement son sac de sport. Les familles sont prises en charge par l'organisation, les sacs en raffia et les valises en carton sont remplis à la hâte. In fine, l'opération est un succès presque total. Seul un joueur, Mohamed Maouche, fait demi-tour par peur d'être arrêté à la frontière alors que l'information de l'opération fuite pour préserver le groupe. Le choc est terrible et la presse s'affole. La sélection est décapitée, des joueurs au train de vie confortable et mariés à des Françaises ont réussi à disparaître. L'équipe titre pudiquement « 9 footballeurs algériens portés disparus ». Le débat public est lancé et la FFF communique sur des joueurs indigènes qui mordent à pleines dents dans le pain du football que nous leur distribuons. Certaines voix prennent le parti des Algériens comme Just Fontaine, Raymond Kopa ou Roger Piantoni. Ces joueurs bohèmes se soudent autour de nombreuses soirées guitares et parties de cartes et le 15 avril 1958, l'équipe de l'Algérie, cette nation sans État, est officiellement créée. Celle-ci sera le porte-voix de l'insurrection algérienne. Malgré la pression de la France pour s'aborder cette équipe auprès de la FIFA qui ne va pas la reconnaître, la motivation des joueurs est inchangée. Le 9 mai 1958, un premier match officiel contre le Maroc, gagné 2-0, ouvre la voie vers de nombreuses victoires. Sur un total de 58 matchs, l'équipe aura un bilan flatteur de 44 victoires, 10 nuls et 4 défaites. La formation fait un véritable tour du monde, posant ses valises dans les pays qui prennent le risque de l'affronter. Les tribulations de ces globetrotters se concentrent majoritairement dans des pays communistes ou non alignés. Ils vont saluer Ho Chi Minh, rencontrer Sihanouk, se recueillir au mausolée de Lénine, visiter Pékin, Damas, Tripoli, Belgrade. On allait jouer au foot pour une liberté totale, bref, pour une cause noble, dira Merkloufi de cette période. Les joueurs sont accueillis comme des stars, comme en Yougoslavie par exemple, où ils jouent devant 80 000 spectateurs enthousiastes. Match qui se solde par un 6-1 révélateur. L'épopée de ces vedettes militantes jouant comme une bande de copains rémunérés 500 francs par mois contre des clubs ou des sélections nationales reste une des plus incroyables et formera le noyau de l'équipe nationale avec l'indépendance en 1962. Avec l'indépendance de l'Algérie en 1962, les nombreux clubs arabes vont réouvrir leurs portes et le football algérien va se construire autour d'un championnat
et d'une équipe nationale officielle. A contrario, pour les joueurs pieds noirs présents dans les nombreux clubs colons, cette indépendance est synonyme d'exil déchirant pour la métropole et symbolise l'échec de la France. Cette conception, comme élément identitaire et comme terrain d'opposition au monde impérialiste des métropoles, résonnera de moindre mesure dans d'autres colonies qui vont s'inspirer de cette lutte algérienne. Ainsi, le football apparaît comme un moyen de lutte symbolique pour les différents leaders indépendantistes d'Afrique et d'Asie. Il n'est pas question d'hommes qui partent en guerre, mais de footballeurs qui se battent sans armes. Il y a eu les 22 qui ont été à l'origine du déclenchement de la Révolution, et il y a eu les 32 footballeurs qui ont sillonné le monde pour porter haut la voix de l'Algérie. Avec du recul, je peux dire qu'aucun d'entre nous ne regrette. Nous étions révolutionnaires. J'ai lutté pour l'indépendance. Mohamed Maouche.